il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Évangile selon Jean, une phrase qui s'applique aux martyrs de toutes les causes, et à Jean-Claude Bauer. C'est le 23 mai 1942. Au Mont Valérien, l'aube est grise. 4 hommes sont conduits dans la clairière. 4 résistants, 4 Français. L'un d'eux est médecin, il s'appelle Jean-Claude Bauer, il a 31 ans. Il exerce à Saint-Ouen, 3 rue Blanqui. Il soigne les ouvriers, les familles modestes, les enfants du quartier. Il ne refuse personne, il ne regarde pas à l'argent. Il est aussi résistant, depuis le premier jour de l'occupation. Torturé pendant des jours dans les sous-sols de la brigade spéciale. Il n'a pas parlé, qualifié de « juif communiste » par ses geôliers. Il n'a pas renié, il n'a donné aucun nom. Le peloton tire. À quelques kilomètres de là, son épouse Marie-Jeanne est en prison. Infirmière, résistante elle aussi, arrêtée 4 jours après lui. Elle apprendra la mort de son mari dans sa cellule. Elle sera déportée à Auschwitz. Elle survivra. Malade, seule, à moitié aveugle, blessée par balle lors de la libération du camp. Lui, jamais. C'est l'histoire de 2 êtres qui ont choisi la même cause et qui ont payé des prix radicalement différents. Lui, la mort en quelques secondes. Elle, une vie entière marquée par ce qu'elle a traversé. 2 destins. Un seul choix. Résister. Nous sommes en 1942. La France est occupée depuis 2 ans. La répression s'intensifie. La Gestapo traque les résistants, les communistes, les juifs. Les brigades spéciales de la préfecture de police, des policiers français au service de l'occupant, démantèlent les réseaux un par un, avec une efficacité redoutable. Ce sont des Français qui arrêtent des Français pour les livrer à l'ennemi. C'est l'une des vérités les plus inconfortables de cette période, et l'une des moins racontées. À Paris et en banlieue, les intellectuels communistes ont formé des comités clandestins. Des médecins, des avocats, des journalistes, des professeurs, réunis autour de Georges Politzer, philosophe marxiste reconnu, et de Daniel Casanova, figure du militantisme féminin communiste. Ils publient des revues clandestines sous le nez de l'occupant. Ils organisent la résistance intellectuelle. Ils font quelque chose de rare, de dangereux et de fondamentalement humain. Ils pensent contre l'occupant. Ils maintiennent vivante une vie de l'esprit dans un pays qui étouffe. Jean-Claude Bauer est l'un d'eux, médecin à Saint-Ouen, membre du PCF depuis 1934. Il est un pilier de ce réseau. Il a la blouse blanche le jour et la plume clandestine la nuit. En lui coexistent 2 figures qui se renforcent, le soignant et le combattant. En mars 1942, la brigade spéciale frappe. Elle arrête plusieurs membres du réseau lors d'opérations coordonnées. La traque est méthodique. Les informateurs ont fait leur travail. Jean-Claude Bauer est l'un des premiers pris. Marie-Jeanne sera capturée quelques jours après. Le réseau s'effondre et avec lui, des années de travail clandestin et des vies entières. Jean-Claude Bauer, Saint-Dié, la médecine, Saint-Ouen. Jean-Claude Bauer naît le 3 octobre 1910 à Saint-Dié, dans les Vosges. Ses parents sont juifs. Son père, Raoul Bauer, est originaire de Lille. Sa mère, Flore Weiler, de Saint-Dié. Il grandit dans une famille engagée, studieuse, ouverte aux idées. Il choisit la médecine par vocation, pas par calcul social. Étudiant en médecine à Paris, il adhère au Parti communiste français en 1934. Pendant la guerre d'Espagne, il milite à la Centrale sanitaire internationale, organisation qui envoie des médecins et des infirmières soigner les combattants républicains face à Franco. Ce n'est pas un engagement de salon, c'est un engagement de terrain au contact de la misère et de la guerre, à une époque où l'Europe bascule vers la barbarie. Devenu médecin, marié en 1937 avec Marie-Jeanne Ganton, infirmière née à Saint-Affrique dans l'Aveyron, il choisit de s'installer à Saint-Ouen, une ville ouvrière, communiste, qui correspond à ses convictions. Il ouvre son cabinet aux 3 rue Blanqui. Il soigne tout le monde, il ne refuse personne. C'est un médecin de quartier au sens le plus noble du terme. La mobilisation, la blessure, l'évasion. En 1939, il est immobilisé. En juin 1940, il est gravement blessé à son poste de secours régimentaire pendant l'effondrement des lignes françaises. Il est fait prisonnier. Mais il s'évade lors d'un transfert vers un hôpital parisien.
Il rentre à Saint-Ouen, blessé, épuisé. Un autre aurait pu s'arrêter là, se dire que c'était assez, la blessure, la captivité, l'évasion. Bauer, non. Dès l'automne 1940, il entre en résistance, sans attendre, sans hésiter. Le résistant. Il participe, dès octobre 1940, à la création des comités d'intellectuels communistes sous la responsabilité de Georges Politzer. Ces comités réunissent des professionnels de l'intelligence, médecins, avocats, journalistes, autour de publications clandestines et de filières d'entraide. Bauer cofonde 2 publications. Avec le docteur Maurice Ténine, il lance le Médecin français, journal clandestin qui dénonce les thèses raciales nazies et la médecine mise au service de l'idéologie. À la demande de Politzer, il entre aussi en contact avec l'avocat Joe Nordman pour structurer un comité de juristes résistants et créer le Palais Libre. Le médecin ne soigne plus seulement des corps, il soigne une conscience nationale. Marie-Jeanne, son épouse, n'est pas en reste. Infirmière, elle milite dans le service de diffusion du réseau. Elle organise des dépôts de matériel de propagande, met en place des boîtes aux lettres clandestines, transmet des messages entre cellules. Elle sait exactement ce qu'elle risque. Elle le fait quand même, chaque jour, avec le calme de ceux qui ont choisi. L'arrestation. Le 2 mars 1942, la brigade spéciale l'arrête au cours d'un rendez-vous clandestin avec Jacques Solomon, le coordonnateur des comités, arrêté peu auparavant. Une filature, peut-être un indicateur. Le piège était tendu depuis plusieurs jours. Il est incarcéré à la prison, du Cherche-Midi, puis à la Santé. Il est torturé. Il porte une fausse carte d'identité, au nom de Jacques Besson. Les policiers mettent plusieurs jours à découvrir sa vraie identité. Quand ils la découvrent, il est qualifié de juif communiste. Il ne parle pas. Il ne donne aucun nom. Sous la douleur, il tient. Le 6 mars 1942, 4 jours après son mari, Marie-Jeanne est arrêtée à l'hôpital Claude Bernard, où elle travaille. Interrogée, elle nie. Les policiers produisent une fiche des renseignements généraux montrant son militantisme à la CGTU avant 1936. Cela suffit. La mort de Jean-Claude. Le 23 mai 1942, à 16h30, Jean-Claude Bauer est fusillé au Mont-Valérien avec Georges Politzer, Georges Dudache et Jacques Solomon. Il a 31 ans. Il est mort pour n'avoir pas parlé, pour n'avoir pas trahi, pour avoir tenu jusqu'au bout. Le chemin de croix de Marie-Jeanne. Marie-Jeanne ne sait pas encore que son mari est mort. Elle est internée successivement à la Santé, puis au camp de Romainville, antichambre de la déportation, pour de nombreuses résistantes. Le 24 janvier 1943, elle monte dans un wagon à bestiaux avec 229 autres femmes. C'est le convoi des 31 000. Le seul convoi de résistantes françaises dirigé vers Auschwitz et non vers Ravensbrück, comme la plupart des déportées françaises. Parmi elles, Daniel Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Charlotte Delbo, Maï Politzer, la veuve du philosophe exécutée avec Jean-Claude. Elles entrent dans le camp en chantant la Marseillaise. Ce chant, dans ce lieu, est un acte de résistance en soi. Marie-Jeanne reçoit le matricule 3651. Elle est affectée au bloc des contagieuses comme infirmière. Sa formation lui sauve peut-être la vie, car elle a un rôle, une utilité dans le système concentrationnaire. Elle contracte le typhus, elle frôle la mort. Elle voit mourir ses camarades une à une. Un jour, elle se retrouve seule vivante, entourée de 4 cadavres. Elle survit. Elle contracte un double trachome, infection oculaire bactérienne qui lui détruit progressivement la vue. Elle c'est la dernière des 31 000 encore à Auschwitz, quand l'armée rouge libère le camp le 27 janvier 1945. Son retour est une épopée cauchemardesque. Elle est blessée par balle. Un soldat ivre tire sur elle lors de la libération. Là. Balle passe dans la crosse de l'aorte et ressort sous l'omoplate sans toucher le cœur, ni les poumons. Elle survit encore. Elle revient à Paris par voie terrestre. Cracovie, Breslau, Berlin, avec 1000 détours à cause des voies ferrées détruites. Marie-Jeanne Bauer arrive gare du Nord le 15 juillet 1945. Elle est la dernière rescapée du convoi des 31 000 à être rapatriée. Elle est malade.
Personne ne l'attend, sa maison a été bombardée, son appartement pillé. Et ce que l'on retient, en octobre 1944, la rue de la Chapelle à Saint-Ouen est rebaptisée rue du Dr Bauer. Le stade du Red Star prend le nom de Stade Bauer. Jean-Claude est décoré à titre posthume de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre avec palme. Marie-Jeanne est élue au conseil municipal de Saint-Ouen en 1947. Mais elle est exclue du Parti communiste en 1949 pour avoir critiqué certaines orientations. Elle quitte Saint-Ouen pour l'Aveyron. Elle décède en mai 1984. Une deuxième plaque est apposée sur leur ancienne maison de la rue Blanqui après sa mort en son honneur. Les zones d'ombre. Marie-Jeanne survit à Auschwitz. Le taux de mortalité du convoi des 31 000 dépasse 79%. Elle rentre. Mais le retour est une deuxième épreuve. Malade, seule, sa maison détruite, son mari mort depuis 3 ans. Et pour finir, exclue du parti pour lequel elle avait tout risqué. C'est une vérité que l'histoire officielle préfère souvent taire. Des résistants communistes, revenus de déportation, ont été marginalisés par leur propre organisation. Marie-Jeanne en est un exemple douloureux. Autre lacune. Le stade et la rue portent le nom du Dr Bauer, Jean-Claude, pas celui de Marie-Jeanne. Son histoire n'a été vraiment documentée que grâce à Charlotte Delbo, qui la mentionne dans Le convoi du 24 janvier. Et aux chercheurs du site Mémoire Vive. Il a fallu des décennies pour que son prénom soit enfin gravé à côté de celui de son mari. Ce que Saint-Ouen leur doit. Jean-Claude Bauer a soigné Saint-Ouen, pas seulement des corps, une conscience, une résistance, une idée de la France. Marie-Jeanne a porté ce combat jusqu'à Auschwitz et en est revenue. Pas des généraux, pas des politiques, un médecin et une infirmière de Saint-Ouen. Le 23 mai 1942, Jean-Claude Bauer est fusillé au Mont-Valérien. Il a 31 ans. Le 15 juillet 1945, Marie-Jeanne Bauer rentre à Paris, gare du Nord. Elle est la dernière. Elle est seule, elle est vivante, mais à quel prix? 2 destins nés du même choix, résister. Lui a payé de sa vie. Elle a payé de sa santé, de ses yeux, de ses années. Et d'une deuxième trahison, celle du parti qui l'a exclue après tout ce qu'elle avait enduré. La rue du Dr Bauer est une rue ordinaire de Saint-Ouen. Le stade Bauer est un stade de foot. La plupart des gens qui y passent ne savent pas ce que ces noms portent. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un autre résistant de Saint-Ouen, un footballeur cette fois, Rino Della Negra, 20 ans, attaquant au Red Star, fusillé au même Mont-Valérien 2 ans plus tard. Ils portent un médecin de 31 ans qui n'a pas parlé sous la torture. Ils portent une infirmière qui est rentrée de l'enfer. Ils portent Saint-Ouen. Dans le prochain épisode, nous quittons la résistance pour explorer une autre forme d'engagement, celle d'un homme qui a choisi de défendre les siens par les urnes et les meetings plutôt que par les armes. L'épisode 4 sera consacré à Rino Della Negra, footballeur et résistant, fusillé à 20 ans au Mont-Valérien.